Cool. Alors, bonjour, merci d'être si nombreux dans cette salle pour cette présentation intitulée « Développement artisanal d'un logiciel en 20 itérations ». Une présentation où on va parler de méthodologie, on va parler de pratique software craftsmanship, on va parler de problèmes et aussi de solutions, comment on a résolu ces problèmes. Avant de commencer, bref présentation de nous. Qui sommes-nous? Donc moi, je m'appelle Damien Beaufils. Ça fait 10 ans que je travaille, que je suis développeur, dont 3 ans dans la société Octo Technologies. Et à mes côtés... Bonjour, Abel André, donc développeur aussi depuis 7 ans, chez Octo Technologies depuis 4 ans environ. Je suis développeur, je touche un peu à toutes les stacks du web, et voilà. Et donc, on est tous les deux membres de la tribu Software Craftsmanship à Octo Technologies, depuis sa création. Notre objectif pour cette présentation, c'est que vous sachiez, que vous ressortiez de cette salle en sachant comment mieux aborder un projet de développement, quel qu'il soit. Donc que ce soit un projet qui est déjà démarré ou un projet qui est sur le point de démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc notre présentation, c'est un retour d'expérience, c'est en 2015. On a un de nos clients qui nous appelle et qui nous dit « Bonjour, j'aimerais bien refaire toute ma billetterie en ligne ». Donc c'est un de nos clients grand compte du monde sportif. Donc nous, on répond à l'appel d'offres et il nous dit « Bon, je voudrais refaire cette billetterie pour 3 raisons principales. L'une, c'est l'expérience utilisateur, à savoir que le site n'était pas du tout ni responsive, ni accessible, et en termes de, on va dire, déco, c'était pas vraiment au goût du jour. Deuxième raison, c'est pour la performance et la disponibilité, à savoir que l'ancienne version du site tournait sur une douzaine de serveurs et le jour de la première ouverture des ventes au public, tous les serveurs se crashaient un par un, de manière assez sauvage. Et troisième raison, concernant la maintenabilité et l'évolutivité, parce qu'il y avait eu un audit de code qui avait été fait sur l'ancienne version du site et qui avait montré qu'il y avait plus de 50% de duplication de code à certaines parties, dans certains endroits du logiciel, ce qui empêchait toute évolution ou correction de bugs simple. Et enfin, donc nous on a répondu à l'appel d'offres et on lui a dit bah écoute, on va le faire, mais on va le faire en agile, avec la méthodologie agile. Il a dit ok, c'est ma première fois, on va tester. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on va faire une brève présentation de l'architecture du projet. À savoir, donc ça c'est l'architecture finale du produit qui est actuellement en ligne. Donc au centre, c'est ce qu'on a développé. En haut, dans la partie supérieure, on a la partie front-end qui a été développée avec du Backbone et du jQuery et les tests unitaires avec Jasmine. On a 3 single-page applications qui tournent sur ce front-end. On a une gestion de compte, un tunnel de vente et tout ce qui est service après-vente. Derrière le front-end, on a une partie back-end qui a été réalisée avec Play Framework en Java et les tests unitaires avec JUnit et Mockito. Et enfin, derrière tout ça, on a une base de données classique MySQL. En amont de notre produit, du logiciel, on a 4 sources de données différentes. On a un CMS headless qui s'appelle Prismic, dont vous avez peut-être entendu parler tout à l'heure. On a un référentiel de produits de notre billetterie en ligne, on a un référentiel des identités pour tout ce qui est gestion de compte, et enfin on a une brique de paiement pour utiliser dans le tunnel de vente, mais aussi dans le service après-vente. Et à droite, on peut voir l'objectif du site, qui soit consultable aussi bien sur desktop que sur mobile, tablette. Ça, c'est la vélocité par itération de notre projet. C'est-à-dire qu'en Apsys, vous avez les itérations de 0 à 20, donc ce sont des itérations de 2 semaines, et en ordonnée les points de fonctionnalité. En fait, quand on regarde ce graphique de vélocité par itération, rétrospectivement, on a vu qu'on pouvait le découper en 4 grandes phases, et on va se baser sur chacune des grandes phases dans notre présentation. C'est-à-dire qu'on va zoomer sur chacune des phases, voir ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, quels problèmes on a rencontrés, et du coup, comment on les a résolus. Première phase, phase de démarrage. Donc à peine on commence, dès la deuxième itération, symbolisée ici par une petite bombe, l'équipe projet subit un premier problème. Donc, le projet démarre, il y a eu une phase de cadrage technique et fonctionnel avant de démarrer le projet. L'équipe a été constituée, une équipe composée d'un tech lead et de 3 développeurs. Le tech lead a fait partie de la phase de cadrage et il vient nous voir, donc avec l'équipe le premier jour, l'équipe qui se constitue, il vient nous voir. Le client n'était pas encore là, on n'était pas encore chez lui.
Il nous dit, bon, écoutez, on va partir sur du Play en Java et on va partir sur du Backbone. Alors moi, je ne connais pas du tout les technos, est-ce que vous les connaissez? Donc tout le monde répond non. OK. Mais bon, en fait, ça ne nous faisait pas peur et on va voir par la suite que ce n'était pas du tout un problème. Parce que dès le premier jour, en fait, dès la première ligne de code, on est parti sur des pratiques telles que la revue de code. Donc qu'est-ce que c'est que la revue de code? C'est une pratique qui consiste à faire relire le code qu'on a écrit par un de ses pairs. Ce n'est pas nécessairement le tech lead qui va relire, donc c'est quel que soit on va dire, le niveau d'expérience, ça peut être un junior qui relit le code d'un senior, un senior qui relit le code d'un junior. L'objectif de la revue de code étant de trouver des défauts et de s'améliorer, apprendre par les autres, apprendre par ce qu'on fait les autres. Donc notre revue de code, nous, dès le premier jour, elle était bloquante. C'est-à-dire que dès qu'on travaillait sur une fonctionnalité, dans notre flux de travail, dès que la fonctionnalité, on considérait qu'elle était terminée, on la passait dans la colonne d'après, on utilisait un Kanban pour ça. Et donc ça passait par une phase de revue de code, et s'il y avait le moindre retour, en fait, il fallait que les retours soient corrigés ou à minima discutés avant que la tâche aille plus loin. Ça, on l'a fait dès le premier jour et ça nous a énormément servi pour apprendre tout simplement les technos, mais aussi apprendre à se connecter nous-mêmes. Parce que comme personne ne connaissait les technos, on avait tous pour l'instant notre façon de faire, on avait tous notre façon aussi de développer, des expériences différentes. Et le fait de confronter différentes technos, le fait de confronter différentes idées, ça a permis de créer des standards pour l'équipe extrêmement rapidement. Donc au bout de quelques jours, même quelques heures du premier jour, on avait déjà des discussions sur OK, on part comment, c'est quoi notre archi logiciel, c'est quoi nos standards d'équipe, et on a établi des standards par rapport à ça. Une autre forme de revue de code qu'on a pratiquée aussi dès le premier jour, c'est le pair programming. Alors pourquoi je dis que le pair programming est une forme de revue de code? Puisque donc, le pair programming, ça consiste à avoir deux personnes sur une seule machine. Donc il y a une personne qui a le clavier, l'autre personne à côté qui réfléchit et qui challenge en direct ce qui est en train d'être écrit. Et ça, on fait tourner de façon régulière. C'est une forme de revue de code, puisqu'en fait, la personne qui regarde, qui n'est pas sur le clavier, va faire de la revue de code en continu pour challenger chaque ligne de code qui est tapée et demander « Tiens, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as appelé ta variable comme ça? Comment on pourrait rendre le code encore plus lisible? Comment on pourrait le rendre encore plus simple ?» Donc ça, ces deux pratiques-là, on les a faites dès le premier jour. Une autre pratique qu'on a commencé également dès le premier jour, c'est établir une stratégie de test automatisé. Pour ça, on s'est basé sur le modèle de la pyramide. C'est un modèle qui explique globalement que dans un logiciel, il faut plus de tests unitaires que de tests que de tests d'intégration, que de tests IHM, que de tests manuels. Pourquoi ? Parce que plus on va être bas dans la pyramide, plus on va être sur des tests qui vont être rapides à exécuter, qui vont être compréhensibles et qui vont être simples. À l'opposé, plus on va être haut dans la pyramide, plus on va être sur des tests qui vont tester plusieurs comportements de notre code, qui vont traverser plusieurs couches. Et lorsque le logiciel va grossir, ils vont être de plus en plus lents, de plus en plus difficiles à maintenir et qui risquent d'avoir un caractère aléatoire. Donc nous, on est parti sur ce modèle-là et on s'est dit, bon, on va volontairement essayer de faire aucun test IHM. Et on va essayer de se concentrer en majorité sur les tests unitaires, et dès qu'on ne pourra pas faire de l'unitaire, on fera de l'intégration, mais parce qu'on n'aura pas le choix, typiquement dans le cadre d'une connexion à une base de données. En parallèle de respecter ce modèle de pyramide, quelque chose qui nous a aidé, une pratique qui nous a aidé à respecter ce modèle-là, c'est la pratique de Test-Driven Development. Donc le développement piloté par les tests, alias TDD. Donc c'est une pratique de développement qui est complètement agnostique de la technologie utilisée ou des frameworks, qui consiste globalement en 3 étapes. Première étape, j'écris un test unitaire, j'écris un test de façon générale qui va vérifier un comportement du code. Je lance ce test, je vérifie qu'il passe rouge parce que le comportement n'existe pas encore, n'a pas encore été implémenté. Deuxième étape, j'écris l'implémentation, j'écris le code le plus simple qui fasse passer ce test au vert. Et enfin, troisième étape, refactor, j'améliore le design de mon code, la lisibilité en toute sécurité, vu que j'ai un test qui a couvert ce que j'ai écrit. Donc tout test donne naissance à du code et pas l'inverse, c'est pas parce que j'ai écrit du code que j'écris le test associé. Donc là, on part sur ces pratiques-là. Donc
comme j'ai dit, on les a faites dès le premier jour, 1, 2, 3, on les a faites dès le premier jour, mais on les a continuées tout le long du projet. C'était des pratiques, on s'est dit, on va le faire tout de suite. Et il y a certaines personnes qui n'étaient pas expertes sur ces pratiques-là dans l'équipe, mais ça ne nous a pas empêché de démarrer, progresser tous ensemble, tirer le niveau de l'équipe vers le haut, et de l'itération 0 à l'itération 20. Bref, tout va bien. On commence le projet, il s'écoule une itération, 2 itérations, on fait de la revue de code, on fait du pair programming, on fait du TDD, bref, c'est génial, on est un peu dans notre monde, on est content. Et puis là, un matin, alors que le soleil se lève, il y a notre chef de projet qui vient nous voir lors d'un stand-up meeting le matin et qui nous dit bon, c'est cool les mecs, bravo, parce que j'ai l'impression que ça avance et tout, je vous vois travailler beaucoup, je vous vois beaucoup discuter, je vous vois beaucoup réfléchir aussi sur des tableaux blancs, à faire des dessins et tout. Bon, par contre, déjà, j'ai pas l'impression, enfin, je vous vois pas coder beaucoup, puisque finalement vous passez beaucoup de temps à réfléchir, et quand je vous vois coder, j'ai l'impression que vous faites de la surqualité. Et ça nous a fait mal, parce que en entendant ça, il n'y a pas eu d'impact direct sur la vélocité, mais il y a eu un impact psychologique sur l'équipe. Nous, en tant qu'équipe, pour nous, on ne faisait pas de la surqualité, on faisait notre travail. Et notre travail, c'est faire un produit de qualité. Et pour faire un produit de qualité, on a un certain nombre de pratiques telles que TDD ou la revue de code. Et là, on s'est dit, comment on va faire pour répondre à cette inquiétude? Parce que si on n'y répond pas rapidement, en fait, ça risque de nous pourrir tout le long du projet, puisque dans la tête du chef de projet, il va croire qu'en fait, on se fait plaisir, on ne fait pas de fonctionnalité, on est en train de réfléchir sur les meilleures implémentations possibles, sur des algos hyper compliqués, et au lieu de délivrer de la valeur finalement pour le client. Il nous paye pour qu'on développe des fonctionnalités qui ensuite lui rapporteront de l'argent. Donc il avait peur. Donc on s'est rassemblés en tant qu'équipe de dev, on s'est dit comment on va pouvoir répondre à cette peur, et on s'est dit qu'on allait mesurer certains aspects de notre qualité. Et je parle bien de certains aspects. À savoir, on a mesuré principalement la non-couverture de code sur notre logiciel. Alors pourquoi la non-couverture et pas la couverture de code? Parce que 70% de couverture de code, ça vous dit strictement rien sur les tests qui sont associés à cette couverture-là. Ça vous dit rien sur qu'est-ce qui est testé dans chaque test, combien de couches sont traversées, quels sont les comportements testés. Est-ce que c'est un gros test qui traverse tout, qui fait une assertion bidon à la fin? Par contre, ce que 70% de couverture vous disent, c'est qu'il y a 30% de votre code qui n'est pas couvert. Et ça, on était capable de le mettre en avant. On disait, voilà, on ne s'amuse pas à couvrir de tests tout et n'importe quoi. Il y a certaines parties qu'on volontairement ne teste pas, et c'est peut-être des parties pas critiques. Ce ne sont pas des parties critiques de l'application. Et on était capable de le démontrer, de l'expliquer. On calculait aussi via des outils tels que SonarCube la duplication de code, parce que c'était quelque chose qui avait pêché dans l'ancienne version du site. Donc on voulait montrer qu'on ne dépassait pas, par exemple, 1% de duplication de notre code, que ça n'allait pas nous empêcher de faire des évolutions, développer des fonctionnalités et corriger des futurs potentiels bugs. Et enfin, on mesurait la fiabilité des livraisons. Alors, qu'est-ce que j'entends par fiabilité des livraisons? C'est on mesurait à chaque fin d'itération, quand on faisait un package, on mesurait est-ce que du premier coup, il était capable de passer toutes les phases de recette manuelles, d'arriver en production, et au fur et à mesure des itérations, on vérifiait qu'il n'y avait pas de régression sur les premières fonctionnalités qui avaient été développées. Donc en gros, on vérifie est-ce qu'on est capable de livrer bien et du premier coup. Donc toutes ces mesures-là, on les collectait à chaque itération, et en fin d'itération, on a un rituel de démonstration où est présent l'équipe projet plus les sponsors, à savoir ceux qui ont le chéquier et qui veulent voir comment leur projet avance et comment leurs sous sont dépensés. Et on les présentait et on les expliquait à tout le monde. Et le fait de présenter toutes ces mesures-là et de les expliquer, d'être transparent là-dessus, ça a permis d'établir une relation de confiance, donc déjà de rassurer notre chef de projet, mais aussi d'établir une relation de confiance avec lui et l'ensemble des sponsors en disant écoutez, nous on considère qu'on ne fait pas de la surqualité. Après, regardez, on mesure certains aspects, on vous l'explique, on vous les montre, on discute, on échange, mais comme ça, forgeons-nous une idée tous ensemble plutôt que ça soit dans l'imaginaire de chacun. Donc ça, transparence,
sur ces différents aspects de la qualité. Ça a permis de décrisper les gens et de établir rapidement un contrat de confiance entre l'équipe de développement et le reste de l'équipe projet. Merci Damien. Alors la phase 2 du projet, on l'a appelée après analyse, décollage et crash. Décrochage, vous l'avez. En fait, pourquoi décollage ? Donc on est sur un projet de développement logiciel qui commence à t égale 0 et qui finit 20 itérations après. Et le client, il n'en est pas non plus à son premier projet, même s'il n'en a jamais fait en agile, il sait que sur les 3-4 premières itérations, on ne livre pas énormément de fonctionnalités. Pourquoi ? On a beaucoup de choses en fait à mettre en place. On a nos stratégies tests, nos pratiques, il faut qu'on s'approprie les technologies, il faut qu'on trouve notre outillage, il faut qu'on trouve nos processus de livraison, il faut qu'on crée nos environnements, bref, tout un tas d'éléments qui relèvent de la mise en place et qui font qu'au début, ça ne livre pas tant que ça. Par contre, au bout de 3-4 itérations, le client il nous attend, il nous dit « Ok les gars, c'est bon, on s'est installé, maintenant on envoie ». On a envoyé, mais pas beaucoup. On a commencé par envoyer et tout d'un coup, une bombe apparaît, ça explose et on décroche. Alors dans cette phase 2, je vais détailler ce qui s'est passé et les solutions qu'on a trouvées. Avant le projet, il y a eu une phase de cadrage. Je vais juste expliquer rapidement ce que c'est. Un cadrage, c'est un mini-projet préalable qui sert à définir les limites du futur projet de développement. Donc comment ça se passe ? Il y a des gens qui viennent et qui font des ateliers de conception. Ça peut être de l'UX, ça peut être de l'archi-système, ça peut être de l'archi-logiciel. C'est des gens qui font des interviews avec les personnes du métier et les personnes de la DSI. On essaye de borner, en fait, de cerner la connaissance du système actuel et vers où on va. On donne des directions. Mais un cadrage, ça dit ce qu'il faut faire et ça dira jamais comment, ou pas précisément. Et nous, on a eu peut-être un excès de naïveté, on s'est dit, on va faire confiance à ce cadrage, il n'y a pas de raison qu'on se soit trompé, et on va suivre. Mais un cadrage, ça ne dit rien sur l'outillage de l'équipe de développement. Ça, c'est à l'équipe de trouver son outillage et ses stratégies et ses processus. Et ça ne dit rien sur le code, in fine, qui sera produit. Ça ne donne pas la nature des technologies, ça ne donne pas les volumétries de code. Sauf que là, le cadrage nous a dit il y aura juste un peu de JavaScript pour dynamiser l'interface utilisateur et faire joli. Juste un peu. Juste un tout petit peu. En parallèle, on a des indicateurs moroses. C'est-à-dire que sur les itérations 7 et 8, au lieu d'être à l'objectif, on est à chaque fois au tiers de l'objectif, en termes de points de fonctionnalité. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la confiance qu'on établit pendant la phase de démarrage, la phase 1, elle commence à s'effriter. On se fait confiance, on travaille de manière cordiale, on sourit, on communique bien, mais il y a un peu de réserve. En parallèle, il y a un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe. Donc le nouveau développeur, il faut lui mettre le pied à l'étrier, lui présenter nos outils, processus et stratégies, la manière dont on travaille. Et mécaniquement, ça a toujours un petit impact sur la vélocité, puisqu'on passe plus de temps qu'après à expliquer. Et donc ce petit bout de JavaScript dont je parlais à l'instant, il s'est transformé en single page application. En fait, on s'est rendu compte, en voyant les user stories qui étaient définies, qu'on ne pouvait pas répondre aux besoins de l'utilisateur sans faire un vrai tunnel de vente en single page application. Et ça a un impact parce qu'on n'a pas anticipé l'outillage, on n'a pas anticipé l'architecture logicielle. Et du coup, il faut qu'on repense à comment on doit travailler. Parce qu'une single page application, c'est une appli à part entière dans l'appli HTML. Et ça n'est pas un sujet trivial. Un beau matin, le product owner arrive dans le bureau, où on travaille tous, et nous dit « Ok les gars, ça fait 5 itérations qu'on fait en gros des pages de présentation. On s'est branché au CMS headless qu'on utilise. On est capable, les contributeurs sont capables de saisir du contenu marketing, du contenu commercial, et vous êtes capable de les afficher dans des pages HTML qui sont générées côté serveur, les afficher aux utilisateurs. C'est super, on peut décrire tout notre catalogue. Les contributeurs sont super heureux. Par contre, si demain je veux ouvrir aux ventes, on fait un chiffre d'affaires de 0. On est incapable de vendre un produit. On dit ok, d'accord, on attaque, on s'y met.
Donc on commence à étudier les web services du partenaire qui a les données qui servent à créer les produits commerciaux. On regarde, on creuse, et là, qu'est-ce qu'on voit? Les données qui sont fournies, elles sont incomplètes. Elles ne sont pas légèrement incomplètes, elles sont incomplètes au point que si on les présente à l'utilisateur, il ne sait même pas où cliquer pour payer. Et ça, c'est dramatique. Quand on fait un site web qui fait comme ça du commercial et qui sert à vendre, on est attendu sur le chiffre d'affaires et le retour sur investissement. À ce stade-là, on réalise qu'on a un retour sur investissement, un chiffre d'affaires qui est négatif et nul. Et ça, malgré la confiance qu'on a établie au début, ça plombe l'ambiance complètement, tout de suite. Donc comment est-ce qu'on fait? On prend du recul sur l'architecture. En fait, l'architecture qu'on définit dans le cadrage, qu'on définit en atelier au début, avec les gens de la DSI, avec notre tech lead, entre développeurs, tout ça, ça part, c'est plus valide. Donc on prend du recul et on pense en termes d'architecture de système d'information. On dézoome, on sort de notre logiciel à nous, de notre produit, et on regarde comment est-ce qu'on l'intègre dans le système d'information. Il y a une DSI derrière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources de données, il y a plusieurs applicatifs, il y a plusieurs middleware, il y a des échanges à décrire entre les différents applicatifs. Donc on remet en question l'architecture, on se dit ok, ces données, elles nous manquent, elles sont absolument nécessaires pour vendre, sinon le projet est KO. Donc où est-ce qu'on les met? Et il apparaît que la réponse évidente, c'est qu'on doit les mettre dans notre application à nous. Donc on doit en plus développer une partie administrateur. Le truc qu'on n'avait pas vu venir, et qui quand même est encore une appli à part entière dans l'appli. On grince des dents, c'est un peu effrayant quand même. Et là on se dit, super, nous on a une base relationnelle, on peut faire un modèle de données relationnel. Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, on dit, nous, les données métiers, on ne les connaît pas, quoi. On n'est pas du métier, nous on est développeurs. Donc on se dit, qui a le métier? C'est le métier via le product owner, qui a la responsabilité de prioriser les fonctionnalités. Donc on se dit, on va extraire cette connaissance du cerveau du product owner, faire passer dans la moulinette et foutre ça dans MySQL. Très bien. C'est pas si simple, parce qu'on n'a pas le même vocabulaire. On n'a pas de langage commun avec les gens du métier. Donc là, on s'est dit, on n'a pas de langage commun. Dans les années 2000, on vous a fait croire que UML, c'était un langage commun. Non, c'est faux. Du coup, comment on fait? Le tech lead, notre tech lead, il va voir le product owner et en fait, on met en place un process d'interviews. Plutôt que de demander des choses ultra techniques, ultra spécifiques, on pose des questions comme ça en langage naturel. On se dit, on a des stades où il y a des événements. Ces stades, elles ont des tribunes. Est-ce que je peux dire un stade a N tribunes? Le product owner dit oui, c'est ça. Il dit ok, il y a quoi dans une tribune? Il y a N ou une zone. Ok, ça nous donne déjà des cardinalités, on sait de quoi on parle. Ensuite, on lui dit, du coup, les zones, elles ont des catégories. Tu peux être premium ou... oui, elles ont combien de catégories? Une seule. Bref, on discute, on s'interview. À la fin, on arrive à inférer un modèle de données relationnel. Le tech lead revient nous voir, il nous le présente. On le challenge un peu et puis bam, on peut le mettre dans notre base de données. Donc on est dans une situation où il nous manque ce qui est absolument nécessaire pour vendre. Comment on réagit? On se dit, allons chercher la connaissance dans le cerveau des gens. Il faut discuter avec un langage commun, on ne l'a pas, donc on interview, on discute, on itère et on avance comme ça. On prend du recul et ensuite on peut aller dans le spécifique et le technique. Troisième phase sur 4, on est en phase de vitesse fluctuante cette fois-ci. Donc là, on décolle, on perce tous les objectifs possibles, on vole au-dessus des nuages, et puis on décroche juste après. Après, on a l'impression que c'est OK, c'est bon, ça remonte un petit peu, et on se reviande juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est bien passé, c'est que l'équipe projet est devenue de plus en plus autonome. Au début du projet, comme c'était la première fois que... c'était le premier projet en méthodologie agile pour le client. On avait un coach agile qui était présent pour nous aider à mettre en place les rituels, les faciliter, nous aider à les animer. À ce moment-là du projet, donc là on est à la moitié, on est à l'itération 10, il est parti, parce que l'équipe l'équipe s'est appropriée les différents rituels, et donc je parle bien de l'équipe projet, c'est-à-dire le product owner compris, l'équipe de développement, même le chef de projet.
Chacun était capable d'animer ses propres rituels, de créer ses propres rituels de rétrospective, par exemple un rétrospective sur le thème de Star Wars, vu que c'était d'époque l'année dernière. À ce moment-là du projet aussi, donc on part en prod toutes les 2 semaines et on est dans une stratégie de fixe plutôt que rollback. C'est-à-dire que on a beau avoir des pratiques de développement telles que TDD, revue de code, pair programming, ça ne nous empêche pas des fois d'avoir quand même des trous dans la raquette. C'est des bugs qui sont la majorité du temps fonctionnels. Et dès qu'un bug est détecté en prod, on a été capable de l'identifier, de le fixer, avec le test évidemment associé, et de repousser en prod dans la demi-journée qui suivait, plutôt que rollbacker à une version inférieure. Donc on avait toujours de l'avant dès que sur le produit qui était en production. Et ça, pareil, ça a permis de contribuer à construire la confiance entre les sponsors, l'équipe projet et l'équipe de développement. On livre de la valeur à chaque itération, c'est-à-dire qu'à aucune itération, on se fait plaisir à tout refactorer ou à corriger des bugs. Et à partir de là, on a doublé l'attendu en termes de points de fonctionnalité dans les itérations 11 et 12. Donc c'est cool, tout va bien. Et puis là, une après-midi, cette fois-ci, le product owner arrive dans notre open space et il nous dit bon, c'est cool. Donc là, on a commencé à faire le tunnel de vente, on a toute la partie éditoriale qui est bonne. Mais par contre, j'ai encore plein de fonctionnalités dans mon backlog. Donc là, on est en train un peu de me demander, côté marketing, quand est-ce qu'on aura tout ça. Parce que j'aimerais bien estimer tout ce qui reste. Voilà. Par rapport à ce qu'on a fait, on a des abacs, et donc on peut estimer globalement tout ce qui reste. Ok, nous, ça ne nous gênait pas, ça ne nous enchantait pas de commencer à estimer tout un backlog, mais pourquoi pas? C'était pour l'aider. Donc on fait une première atelier d'estimation en 1 heure. On fait vraiment dans les très grosses mailles, et puis on arrive à des chiffres assez faramineux. Et on s'est dit, bon, ok, c'est parce que c'est trop grosse maille, on va faire l'atelier une 2e fois en découpant un peu plus finement les fonctionnalités. On tombe à peu près sur le même chiffre. Au final, on finit par faire 3 ateliers, dont un qui a pris une demi-journée à 6 personnes, en découpant, en faisant du carpaccio de fonctionnalités pour essayer de voir tous les problèmes qui pourraient nous arriver. Et de toute façon, on tombait à chaque fois sur le même résultat, à savoir que le planning initial était impossible à tenir. Toutes les projections qu'on faisait par rapport à ce qui restait à faire, toutes les projections étaient catastrophiques. Donc là, c'est à ce moment-là que le product owner il commence à avoir de la sueur qui coule sur le front et qui dit bon, comment on va faire? Parce qu'il y a un problème, c'est qu'on est dans un contexte sportif, avec une date d'ouverture des ventes au public qui est figée 1 an à l'avance, qui est communiquée à la terre entière. Donc là, on ne peut pas du tout négocier une date de livraison. C'est figé, c'est gravé dans le marbre et non négociable. Bon. Nous, côté équipe de dev, on dit la qualité, elle est non négociable. Parce qu'on se refuse de livrer un produit qui a des bugs juste pour essayer de livrer plus tôt. Parce que finalement, on sait très bien que ça va nous retomber dessus à un moment donné. Donc qu'est-ce qui reste quand on ne peut pas négocier sur le délai ni sur la qualité? Il reste à négocier sur le périmètre. Donc pour ça, on a challengé le métier par rapport à son nouveau produit. Donc là, on était en train de développer une refonte d'une billetterie en ligne. Et les questions qu'on se posait, c'était est-ce qu'on est obligé de tout refondre à l'identique? Est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer ce qui était utilisé, récupérer des stats sur ce qui était utilisé dans l'ancienne version de la billetterie, et puis reprioriser par rapport à ça? Donc mettre vers le haut du backlog les fonctionnalités les plus utilisées, et à l'opposé, redescendre celles qui étaient le moins utilisées. Pareil, essayer de négocier par rapport au retour sur investissement. Est-ce que vendre sa canette de coca et son burger en même temps que son ticket d'entrée, ça avait une forte valeur ajoutée? Est-ce que ça rapportait beaucoup de chiffre au niveau chiffre d'affaires à la société? Oui, non, et donc on négociait par rapport à ça. Et enfin, proposer d'autres implémentations au métier, c'est-à-dire le métier, il a son besoin, qui communique souvent pas, parce que d'abord, il vient toujours avec une solution en général. Et le pire, c'est qu'ici, il avait déjà sa solution, parce qu'il avait celle de l'année dernière, mais un peu enrobée avec une refonte. Donc en fait, il avait à peu près 2 solutions techniques et un besoin. Et notre rôle en tant qu'équipe de développement, c'était le challenger par rapport à ça. Donc pour lui dire, OK, donc là, la fonctionnalité que tu me proposes, quand tu me la décris, donc on lui expliquait, je pense qu'on peut faire 90% de ta fonctionnalité en 50% du temps qu'il faudrait pour l'ensemble de la fonctionnalité.
Donc en fait, on négocie par rapport à ça, on essaye d'optimiser des petits bouts, mais justement, c'est une discussion entre le product owner et l'équipe de développement pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour gagner à chaque fois un petit peu de temps. Le message qu'on veut faire passer ici, dans cette slide, c'est pas juste dire, dès qu'il faut négocier sur le périmètre, c'est pas aller voir le product owner et lui dire, bon écoute, Coco, t'es bien gentil, ça rentre pas, mais débrouille-toi pour que ça rentre, c'est ton métier de prioriser, c'est pas le nôtre, et fais en sorte que ça rentre, parce que nous on négocie pas sur la qualité et on négocie pas sur la date. C'est pas ça du tout. Là, on est dans une position de collaboration, donc on a un travail main dans la main avec l'équipe de développement et le product owner pour voir à chaque fonctionnalité qu'est-ce qu'on pouvait ajuster, sur qu'est-ce qu'on pouvait optimiser pour à chaque fois gagner du temps ou tout simplement simplifier les développements. Bon, enlever par exemple le maximum de JavaScript qui était un peu compliqué juste pour faire des petits effets jolis d'un ballon qui rebondit par exemple. À ce moment-là du projet, on a eu un deuxième problème. C'est qu'on code beaucoup, on accumule beaucoup de fonctionnalités, et certaines parties du logiciel deviennent trop complexes. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la dette technique. Donc le code, à certains moments, il est devenu vraiment... il nous faisait mal, tout simplement. Donc là, ouais, on faisait je reprends sur ce que je disais au début, on faisait du TDD, on faisait de la revue de code, du pair programming, et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'avoir de la dette technique. Alors pourquoi? Parce que on est en mode agile. Et en fait, toute équipe, même si c'est la meilleure, la plus excellente qui soit, techniquement, à un moment donné, le fait qu'on soit finalement dans une méthodologie agile, on va être amené, à un moment donné du projet, à prendre un raccourci pour atteindre plus rapidement un résultat. Donc là, en fait, c'est contracter un emprunt sur notre code, et donc c'est ça qu'on va appeler de la dette technique. La dette technique tactique. Donc c'est vraiment des raccourcis qu'on prend volontairement tout en disant à notre product owner, ok, on va faire ça, mais par contre à l'itération suivante, on va devoir prendre du temps pour améliorer ce qu'on a fait. Donc on va pouvoir valider une hypothèse plus rapidement, mais par contre il va falloir repasser dessus pour améliorer, sinon ça va nous exploser à la figure dans quelques itérations. Donc là je parle bien de dette technique tactique et pas endémique. Alors c'est quoi la différence avec l'endémique? Endémique, c'est la dette technique que vous laissez grossir, que vous subissez, que vous mesurez pas ou mal, et que finalement vous commencez à traîner comme un boulet sans trop savoir comment s'en dépatouiller. Donc nous, comment on a fait pour traiter notre dette technique tactique? On a fait deux choses principales, à savoir, on a mis en place un backlog de dettes qu'on dépilait quotidiennement, c'est-à-dire que dans notre open space, on avait un endroit où on pouvait poser des post-it, et dès qu'on avait un endroit du code qui nous faisait mal, on listait des choses, et on prenait le temps, et donc au lieu d'attendre d'avoir le temps, on prenait le temps entre deux user stories ou en fin de journée pour essayer de rembourser de la dette. Ce qu'on a fait aussi, c'est que ça s'est bien goupillé, on est tombé sur une période de congé scolaire, fin d'année, où le métier n'était pas présent ou peu présent, donc notre flux de travail était bloqué parce que il n'était pas présent pour recéter les fonctionnalités qu'on développait. Et on s'est dit, on a 2-3 jours et on a expérimenté ce qui s'appelle le mob programming. On s'est mis dans une salle avec un projecteur et à 5, on essayait de dépiler des tâches techniques pour rembourser notre dette. Plutôt que se dire, tiens, on va se donner chacun un post-it et essayer de dépiler chacun de notre côté et de faire un point en fin de journée, on a mis 5 cerveaux pour résoudre un seul problème. Et on est tombé à chaque fois sur des solutions, on a amélioré notre code d'une façon qu'on n'aurait jamais pu faire si on avait été seul, de notre côté, chacun de notre côté. Ça, on a pu le faire parce qu'on était couvert par des tests, parce qu'on avait notre filet de sécurité qui était présent depuis le début du projet et qui a continué à grossir. On n'aurait jamais pu tout péter, refactorer en toute sécurité sans ça. Parce que là, l'idée, c'est, on était autour de notre table, on testait des choses et on avait un robot qui nous disait à peu près en moins de 5 secondes si nos 1000 et quelques tests, ils étaient rouges ou verts. Et ça, on a pu avancer grâce à ça. Quatrième phase, on y est, la vitesse de croisière. Bonheur. Après le démarrage, le décollage, le décrochage, la fluctuation, on est enfin sur une phase qui est stable, où on peut avoir de la prédictibilité.
sur comment on avance. Si on reprend le graphe, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on a quand même un petit peu de fluctuation, mais globalement, l'amplitude est faible. On sait où on va, puis la vélocité moyenne, elle est asymptotique, on est vers les 50, quoi, notre objectif. Et là, on est bien. Là, on est bien parce que ça tombe bien, c'est le moment d'ouvrir les ventes. On est déjà en production depuis quelques temps, en production masquée. On a du feature flipping qui masque les tunnels de vente. Mais là, on va arriver sur une phase de 2 mois où on va régulièrement ouvrir aux ventes. Il y aura 5 ouvertures de vente. La première arrive. On parle de cette première ouverture des ventes avec le chef de projet, le product owner, et on entend cette phrase qui relève du mythe, qui est là, on livre et on ne touche plus à rien pendant 3 mois. Donc, sur les 5 ouvertures de vente successives, on ne touche plus. Il nous explique, oui, mais là, ce commit particulier dans notre historique, là, cette version précise du logiciel, on l'a recetté et validé dans tous les sens, elle marche, c'est sûr, on est confiant, on envoie ça, on ne touche plus. Et ça, c'est pour des raisons historiques que le client pense comme ça, c'est que les années d'avant, il y avait beaucoup de changements de dernière minute qui créaient des nouvelles régressions pendant les ventes, et du coup, il y a une grosse crainte. On veut vraiment sécuriser la vente le plus possible. Donc on dit, bon, de toute façon, c'est toi le client, c'est ta décision, c'est ton produit, on s'y plie, pas de souci. Sauf que, en pratique, on ouvre aux ventes, c'est-à-dire que les utilisateurs enfin utilisent ce qui a été développé la semaine dernière, mais aussi il y a 6 mois. Donc des choses dont on ne se souvient plus vraiment comment elles fonctionnent. Et on a certains bugs qu'on voit qu'en production. On avait plusieurs environnements. On avait la prod, on avait une pré-production, une qualification, un environnement d'intégration continue qu'on appelait dev. On avait tous ces environnements. Tous ces environnements étaient bien entendu différents. Pas la même topologie réseau, pas les mêmes certificats, pas le même dimensionnement en termes de CPU et de mémoire, pas les mêmes données. Enfin, ils étaient similaires juste par le code qu'ils exécutaient. Et donc, on a certains bugs, on ne pouvait pas les anticiper, on ne pouvait pas les tester. De toute façon, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu se rendre compte qu'il y a des cartes bleues de République tchèque émises par une banque précise qui parfois ne marchent pas avec notre partenaire de paiement. Un client déçu. On ne peut pas anticiper toutes les versions des navigateurs mobiles des gens. On est sur une application responsive, il y a beaucoup de gens qui sont sur le mobile pour consommer des services numériques. Des fois, on est sur un Android 3. Quelque chose, il y a une version du navigateur stock qui est buggée jusqu'à la moelle. On ne pouvait pas essayer, quoi. On ne pouvait pas y penser. Donc on a ces bugs qui remontent. Une petite parenthèse, c'est super de surveiller Twitter quand vous faites du grand public pour voir les utilisateurs mécontents. C'est ceux qui prennent des captures d'écran et qui envoient, avec des CC à la terre entière. On surveille Twitter, on a des feedbacks via le service client. C'est super. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche. Sauf que c'est super d'avoir des feedbacks, il faut encore les prendre en compte. Les prendre en compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un fixe plutôt qu'un rollback. Et si on fait un fixe ou un rollback, ça veut dire redéployer. Donc ça, c'est impossible. En pratique, ça n'arrivera jamais et c'est impossible. Si vous faites ça, si quelqu'un fait ça, c'est pas très gentil pour les utilisateurs. En pratique, il faut livrer, enfin en tout cas on a livré jusqu'à 3 fois par semaine des nouvelles versions en prod. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se préparer à livrer. Ça veut dire que le processus et les différents acteurs, si on travaille avec un exploitant externe, ils doivent être carrés. Les gens doivent avoir l'habitude de communiquer ensemble. Il faut savoir tester, valider et packager une application de manière automatique via une intégration continue. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place quand on prend en compte le fait qu'il faut déployer rapidement et fréquemment. Donc, on ouvre aux ventes et on a un objectif qui est atteint. On n'a aucune interruption de service, ce qui est un succès par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crash de serveurs sauvages. On a 6 fois moins de serveurs, c'est-à-dire qu'on a juste une instance redondée plutôt que 12. Et ça fait écho à ce qu'on entendait hier sur l'impact écologique du web. C'est assez satisfaisant si on a la fibre écologique. On fait 2 fois plus de commandes que l'an passé sur une seule journée. Et du coup, on a un chiffre d'affaires lié aux ventes qui est en nette hausse. Et ça,
C'est génial parce que la partie sponsor, la partie chéquier qui gravite dans l'organisation de notre client, qu'on voyait peu jusqu'à maintenant, on la voit entrer dans le bureau, serrer des mains et sourire, et ça veut dire qu'on a convaincu tout le monde dans l'organisation. Ça veut dire que nos pratiques, notre manière de travailler a eu un impact sur toute l'organisation, et on a prouvé qu'on pouvait faire mieux avec les bonnes pratiques. Un critère de succès pour l'équipe, donc plus pour le projet ou le business ou le métier, un critère de succès pour l'équipe de développement, les gens qui ont mis les mains dedans et qui ont réussi à livrer, en fait, c'est ce qu'on a appelé la résilience. Si on superpose les périodes de présence des développeurs à la vélocité par itération, on se rend compte que vers la fin, dans cette phase 4, toutes les 1 ou 2 itérations, quelqu'un est sorti. Et pourtant, la vélocité a résisté. On a réussi à faire de la nouvelle fonctionnalité, à la livrer, à la déployer. Pourquoi? Nos pratiques de revue de code, de pair programming, de mob programming, d'ateliers à plusieurs, elles ont eu un impact, c'est de répartir la connaissance dans les cerveaux des gens. Et on l'a à ce point réparti que plus personne n'était indispensable au projet. On n'avait pas de silotage développeur front, développeur back. On a réussi à avoir une communication efficace avec notre product owner qui représente le métier. Tout le monde avait une connaissance fine et précise et à peu près égale du système et du métier. Et quand les gens partent en vacances ou définitivement du projet, eh ben en fait, l'équipe encaisse. C'est la résilience. La partie takeaway. Je vais reprendre certains points qui ont été énumérés depuis le début avec Damien. Je vais en approfondir certains, passer sur d'autres. Mesurer la qualité du code, certains aspects de la qualité, j'entends, et être transparent. La clé, c'est la transparence, parce que c'est grâce à la transparence qu'on a de la confiance avec nos partenaires qui ne sont pas de la technique. Avoir sa stratégie de test automatisé, c'est crucial, parce que ça aligne les développeurs sur la manière d'implémenter des features. Pratiquer la revue de code et le pair programming, c'est pour répartir la connaissance, pour transmettre non seulement sa connaissance, mais aussi ses raisonnements. À quoi j'ai pensé quand j'ai trouvé une solution. Concevoir le modèle de données avec le métier. Être force de proposition, savoir proposer des alternatives au métier. Je veux juste m'attarder sur ce point. Les développeurs, leur travail, c'est de trouver des solutions à des problèmes plus ou moins complexes. Mais la solution doit être simple. C'est pas facile. Mais à force de le faire, on a une habitude mentale, une manière de réfléchir qui est bien spécifique au domaine du développement. Et cette habitude mentale, cette manière de réfléchir, les gens du métier ne l'ont pas forcément. Et je pense qu'il est du devoir du développeur d'être force de proposition et de dire « oui, d'accord, on peut faire presque ça en beaucoup plus simple ». Et là, on maximise le ROI. Il faut rechercher le feedback des utilisateurs, et donc rechercher le feedback, c'est se préparer à livrer le plus fréquemment possible, avec un process solide. On a une conclusion très rapide, c'est qu'un projet, c'est en succès si l'équipe projet est résiliente, et qu'une équipe est résiliente grâce à ses pratiques et à sa communication. Et avec ça, on peut affronter tous les problèmes. Et on a juste une petite phrase encore pour vous, juste gratuite. C'est, pour Abel et moi, c'était un des plus beaux projets sur lesquels on a pu travailler en 2015. Et il y a une chose dont on est convaincu, une nouvelle chose dont on est convaincu, c'est que quand on veut démarrer un nouveau projet, plutôt que rechercher en priorité quelqu'un ou des personnes qui ont une expertise dans une technologie ou un framework, maintenant on va surtout se concentrer sur rechercher en priorité des personnes qui ont une expertise dans des pratiques de développement et qui sont capables de transmettre leur savoir-faire avec le temps. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.